Voilà, je vous propose de démarrer maintenant. Les personnes qui vont nous rejoindre prendront le train en route. C'est un cycle de webinaires, donc je suppose que la plupart d'entre vous connaissent un petit peu la démarche, mais donc je vais quand même introduire et avant tout me présenter. Je me présente donc Nicolas Rochet, chargé de mission à Espace Environnement. Et j'accompagne l'équipe qui est en lien avec le patrimoine à Espace Environnement, à savoir Nadine Zanoni qui m'accompagne en ce moment et qui est dans les backstage, dans les coulisses du webinaire, et Alexandra Van den Eyde qui d'habitude anime ce webinaire et qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Et donc j'ai la chance de pouvoir animer cette séance. Où nous avons l'occasion et la chance aussi de recevoir Samuel Dubois, que je vais présenter dans un instant. Simplement, je vais, avant de commencer, vous donner quelques consignes logistiques. Euh, Tout d'abord, vous connaissez sans doute déjà l'interface de Zoom, mais vous avez la possibilité de jouer avec le son et la caméra. Et donc, pour le confort de tous, je vais vous demander évidemment de couper votre micro et votre caméra. Si vous voulez poser une question, vous avez donc l'onglet discussion qui vous permet de poser vos questions. On vous demandera de les poser à tout le monde de manière à ce que tout le monde puisse voir les questions que vous posez et surtout Nadine Zanoni qui va faire la compilation des questions et qui va animer donc le débat qui aura lieu après la présentation de Samuel Dubois. Alors, en fin de séance aussi, et en dernier recours, si vous voulez intervenir, vous avez aussi la possibilité de lever la main pour demander la parole et j'essaierai alors à ce moment-là d'animer l'échange. Le plus simple sera évidemment d'échanger dans un premier temps par écrit pour vos questions. Alors, aussi, vous signalez que le webinaire est enregistré de manière à permettre de le visionner après cette séance. Et comme je vous l'ai dit, nous souhaiterions que vous coupiez vos micros et vos caméras tout au long du webinaire. Alors, un petit mot d'introduction encore sur Espace Environnement qui organise ces webinaires. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Espace Environnement, donc c'est une association qui a vraiment pour leitmotiv de faire vivre la participation au quotidien sur toute une série de thématiques en lien avec le cadre de vie, l'urbanisme, l'environnement et le patrimoine évidemment en est une. Et donc nous avons l'occasion de mener des actions d'information, de sensibilisation et de participation sur la thématique du patrimoine, notamment grâce à un subside qui nous est octroyé par la WAP de valorisation et de sauvegarde du patrimoine bâti et naturel wallon. Et c'est dans ce contexte qu'on organise cette série de webinaires. Et donc, les mardis de la rénovation, des webinaires donc récurrents qui ont pour objectif d'apporter des réponses aux questions que les particuliers ou les professionnels peuvent se poser dans leurs projets en matière de bâti ancien. Le format, c'est un temps de midi d'une heure avec donc 40 minutes d'exposé et un échange de 20 minutes donc de questions-réponses. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous avons la chance de recevoir Samuel Dubois qui va nous parler du bâti en pierre, comment améliorer son confort en préservant son intégrité. Et donc je vais l'inviter à partager son écran pendant que je le présente. Samuel Dubois, il est titulaire d'un doctorat de l'Université de Liège. Jean Blou, je vais arrêter évidemment mon partage, ce sera plus simple pour lui. Euh, donc, docteur à l'Université de Liège sur la thématique des matériaux biosourcés et de le comportement hygrothermique. Il est expert en recherche et développement chez Buildwise dans l'unité performance du bâtiment et rénovation. Il a 10 ans de recherche d'expérience donc, dans le domaine de la rénovation et du patrimoine qui lui ont permis d'acquérir une solide expertise dans le diagnostic du bâti ancien, notamment au travers des technologies modernes, dont le monitoring et l'imagerie. Alors, je vais autoriser le partage, et donc je pense que tout le monde voit le PowerPoint qui apparaît. Un PowerPoint qui apparaît en défilement, donc je ne sais pas si... il n'est pas en pleine page, en fait, le slide.
Non, ça se fait ça. Je vais arrêter du coup. Euh, Ici, c'est mieux. Voilà, parfait, il est en pleine page. Voilà, je vous donne la parole. Merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous. On m'entend bien? Je vois un petit signe, c'est bon. Voilà, donc je vais essayer pendant 40 minutes d'un petit peu vous parler du bâti en pierre avec les questions d'amélioration énergétique qui intéressent évidemment beaucoup de monde. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, ces bâtiments anciens, ces murs en moellon, ces murs en pierre, ils ont un comportement spécifique qui évidemment va être à la base de toutes les réflexions qu'on doit avoir dans la rénovation. En sachant que si on fait mal, si on conçoit mal une rénovation, on peut toujours dégrader très rapidement un mur. Donc ça va être un petit peu le mot d'ordre aujourd'hui. Et donc on va un petit peu voir des techniques de diagnostic, comment est-ce qu'on peut un peu mieux comprendre son mur pour mieux le rénover. Donc, une introduction qui est toujours importante de rappeler, c'est la répartition des bâtiments anciens autant en Belgique, mais surtout en Wallonie. Donc là, j'ai mis en rouge tout ce qui est bâtiment d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous avez en rouge foncé ceux qui sont avant la Première Guerre mondiale, mais vous voyez qu'en Wallonie, ça représente quand même presque 50% des bâtiments qui sont avant 1945. Et pourquoi est-ce que cette date de 1945 elle est importante? C'est que c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale qu'on a commencé à faire ce qu'on appelle des coupures de capillarité en bas de mur. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, la plupart des murs d'avant la Seconde Guerre mondiale sont des murs massifs, soit en briques, soit en pierre. Et donc ces murs en briques ou en pierre, ils ont évidemment un comportement relativement spécifique, mais ils ne sont en plus pas protégés des remontées capillaires. Donc il y a de l'eau qui peut remonter en bas du mur et créer pas mal de désordre, comme on va le voir par la suite. Alors, une autre marque d'ordre général, dès qu'on est sur un bâtiment ancien, un bâtiment potentiellement patrimonial, on a un comportement qui est fondamentalement différent d'un bâtiment moderne. Donc la manière dont on concevait un bâtiment était cohérente avec la manière dont on occupait ces bâtiments à l'époque. Et évidemment, maintenant, on occupe les bâtiments d'une manière complètement différente. Rien qu'en termes de manière de ventiler, de manière de chauffer une habitation, ben, ce n'est plus du tout la même chose qu'auparavant. Mais ces bâtiments étaient pas mal conçus, ils correspondaient juste à une pratique différente dans le passé. Donc là, j'ai repris quelques images typiques en termes de ce qu'on peut appeler de la ventilation, ou plutôt de l'infiltration. Ben, il y avait un renouvellement de l'air naturel dans ces bâtiments, notamment au niveau des caves, dans ces maisons en rangée. Donc comprendre cette conception ancienne, ça aide à aussi ne pas complètement rompre une conception en disant, voilà, d'un coup, je vais tout étanchéifier et potentiellement créer des problèmes assez conséquents. Et donc, évidemment, là-dedans, ce qui est clé, c'est tous les problèmes d'humidité. Il y aura une présentation spécifique à ça, mais on ne peut pas découpler complètement l'amélioration du confort d'un bâtiment avec les problèmes potentiels d'humidité. Alors pourquoi est-ce que c'est un défi? Ben, ça, on s'en doute, c'est qu'il y a une diversité de bâtiments qui est énorme. Donc moi, souvent, on me pose des questions très spécifiques. J'ai tel type de mortier, la façade est orientée de telle manière. C'est pas facile d'avoir des solutions universelles quand on a une diversité de bâtiments qui est énorme. Et alors, les objectifs de la PEB, on le sait aussi, ils sont extrêmement hauts. Ça, malheureusement, on n'y coupe pas. Et répondre à ces objectifs, c'est parfois presque aberrant. Enfin, en tout cas, ça impose de faire des choix qui peuvent être dangereux pour le bâtiment. Donc, il y a des exceptions évidemment pour le patrimoine, mais tous les bâtiments ne sont pas classés, tous les bâtiments ne sont pas protégés. Mais donc, c'est vraiment un défi en termes de rénovation. Alors, évidemment, en plus de ça, il y a toutes les thématiques sociales, donc la précarité qui est grandissante. Donc, il y a pas spécialement les moyens pour rénover bien. Et on va le voir, rénover bien, c'est pas spécialement un bon marché. Et donc là, il y a vraiment des défis importants. Un petit point d'introduction aussi important, c'est évidemment les pathologies. Qui dit vieux mur, vieux bâtiment, ben souvent il y a déjà des pathologies qui existent. Donc avant même qu'on rénove, il faut résoudre certains problèmes. Le risque, c'est si on rénove, enfin si on améliore l'énergie du bâtiment, on isole des façades sans
d'abord solutionner ces problèmes, ben, on va potentiellement sur des problèmes encore plus grands. Euh, Dans cette même logique, donc soit ce sont des pathologies qui naturellement se sont installées. Donc je parlais par exemple de l'eau qui peut remonter dans les maçonneries par capillarité. Les conditions autour du bâtiment ont pu changer, ce qui fait qu'il y a des problèmes qui apparaissent. Mais ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des interventions passées en fait qui créent des nouvelles pathologies. Et donc ça, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Si on fait mal, si on rénove un bâtiment sans le comprendre, ben on peut dégrader très très vite une maçonnerie. Donc là, j'ai pris un exemple d'un mur en briques, hein, mais c'est assez similaire pour les pierres. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent, c'est rejointoyer un mortier qui est abîmé avec du ciment. Donc d'aller au magasin de bricolage du coin, acheter un sac de ciment, on fait un petit mélange et on va rejointoyer. C'est pas du tout bon parce qu'en fait là, et ça c'est un point essentiel à comprendre, le ciment, il est très hydrophobe, en tout cas il laisse très peu circuler l'eau liquide et donc ça va complètement changer le comportement de la maçonnerie qui en fait enfin du mortier en tout cas, ce mortier va pouvoir beaucoup moins sécher qu'auparavant. Donc l'eau qui ne peut pas s'échapper par le mortier, elle va commencer à s'échapper par les briques. Et on voit typiquement que ces briques, si elles sont sensibles au sel, si elles sont sensibles au gel, elles peuvent commencer à se détruire très rapidement. Donc on a transformé en fait un problème d'un mortier qui s'abîmait par un problème beaucoup plus fondamental qui est la dégradation des pierres ou des briques. Et ça peut être une conséquence d'autant plus dramatique si on a isolé un mur. Donc ça, on le verra à la fin de la présentation, parce qu'on peut rendre le mur beaucoup plus froid en l'isolant. Et en le rendant plus froid, eh ben, on peut augmenter ces phénomènes de dégradation par le gel. Donc voilà, ça montre que il faut faire vraiment attention quand on choisit une technique. Alors ça, c'est aussi une petite remarque, hein, c'est par rapport aux occupants, au fait qu'on habite dans un bâtiment, c'est souvent euh, relativement fort négligé dans la réglementation. Donc la PEB, elle considère peu les habitudes que peuvent avoir un occupant, donc de chauffer une pièce plutôt que l'autre, de chauffer à un certain moment de la journée plutôt qu'à un autre, alors qu'évidemment, on sait tous qu'on a une manière d'occuper un bâtiment qui est aussi propre à nous et qui peut changer complètement les décisions. Donc malheureusement, la PEB nous oblige à améliorer le bâtiment dans son ensemble, mais il ne faut pas oublier qu'on est là et qu'on peut l'occuper d'une manière très spécifique. Et donc le confort, c'est pas seulement une température, ça c'est un autre aspect important. Donc c'est pas parce que la pièce est à 20 degrés en température que cette pièce sera confortable. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Le plus parlant, c'est l'activité qu'on a dans un espace. Si c'est un espace de travail où on est assis, 20 degrés, ça peut paraître comme froid. Si on est sans activité, alors que si c'est un espace où on est en activité, rien que le fait d'être debout, donc un atelier, par exemple, ben, les conditions de confort vont être très différentes. Et ça, si je reprends ici un slide qui vient du guide PEB, c'est assez étonnant que si on prend tous les aspects qui sont considérés dans la PEB, donc il y a la qualité de l'enveloppe, la qualité des systèmes et la qualité des énergies, donc d'où vient l'énergie qu'on consomme, mais il n'y a rien par rapport aux occupants, donc c'est vraiment un paramètre qui est pour le moment complètement négligé. Voilà. Donc, cette grosse intro, elle nous dit qu'il faut comprendre son bâtiment, donc comprendre ses murs, savoir dans quel contexte on se situe, comprendre comment le bâtiment est aussi dans un contexte plus large, qui peut être urbain ou rural, par exemple, et savoir qu'il n'y a pas malheureusement de solution unique en matière de patrimoine et en matière de murs anciens. Il n'y a pas de recette miracle qui fonctionnera toujours. Alors, euh, quelles sont les spécificités du mur en pierre? On peut essayer d'un petit peu dégager des points importants. Ben, si je prends un mur en pierre traditionnel, donc en moellon, on a ben, d'abord ce qui fait sa spécificité, c'est des choix de matériaux qui sont souvent locaux. Donc on a des pierres qui viennent potentiellement de Wallonie ou de France. Une esthétique qu'on veut préserver. Donc c'est rare qu'on se dise quand on a un mur en moellon, ah ben je vais isoler par l'extérieur parce que c'est la seule solution envisageable. Souvent, il y a quand même un attachement esthétique, même si, rappelons-le, souvent ces bâtiments ne sont pas spécifiquement protégés. Donc ça dépend un petit peu des règles d'urbanisme. L'autre point caractéristique, c'est que ces murs sont très hétérogènes, donc on a rarement un mur tout à fait plat. L'agencement des pierres les unes par rapport aux autres, ben, il peut être assez complexe et ça rend les interventions potentiellement un petit peu plus complexes.
Alors ça, c'est plutôt au niveau caractéristique générale. Alors au niveau hygrothermique, donc au niveau de la chaleur et de l'eau, ben, on met souvent en avant ce caractère respirant. Alors respirant, c'est peut-être un petit peu mal choisi, mais en tout cas, le fait que ces murs, ils ne sont pas étanches à l'eau, et donc ils ont une capacité non seulement d'absorber de l'eau de pluie, donc une maçonnerie traditionnelle, c'est fait pour être soumis à la pluie, et que cette eau qui est absorbée à un instant T par la façade, elle est capable d'être absorbée par la façade et de ne pas impacter négativement le bâtiment. L'autre caractère respirant, ben, c'est à l'intérieur, on a vraiment un échange d'humidité permanent entre le mur et l'environnement. Et en termes thermiques, ce qu'on retient souvent, c'est cette inertie, donc le fait d'avoir un mur si lourd qui, on le sait tous, quand on va dans un bâtiment dans le sud de la France, par exemple, en été, ben, on a cette fraîcheur naturelle qui est due à l'énorme quantité de chaleur qu'il faut pour chauffer un mur de ce type-là. Ce qui peut être négatif, hein. Ça veut dire qu'aussi pour chauffer un bâtiment avec des murs massifs, quand le bâtiment est initialement froid, ben, il faut beaucoup de temps pour réchauffer l'air parce que toute la chaleur qu'on va injecter dans l'air va être vite absorbée par les murs alors qu'on voudrait que cette chaleur soit dans la pièce. Alors, évidemment, en termes de spécificité, on a aussi les pierres. Donc, il y a une diversité de pierres énorme. Donc, c'est dur de faire une synthèse sur les maçonneries en pierre parce que ça peut être des schistes, des grès, des pierres calcaires. Donc, il y a cette diversité et chaque pierre a des propriétés et des sensibilités différentes. Donc, avant de faire une intervention, il faut connaître idéalement un petit peu le type de pierre qu'on a et se renseigner, savoir est-ce qu'elle est sensible au gel, par exemple, est-ce que cette pierre est connue pour être sensible au sel. Donc, on verra par la suite que les sels peuvent causer beaucoup de dégâts. Globalement, il y a des fortes identités régionales. Donc, on sait qu'un bâtiment dans les Ardennes aura typiquement des pierres différentes qu'un bâtiment dans le Brabant wallon. Il y a quelques petits trucs, c'est par rapport à la dureté de la pierre. Donc, si on a une pierre qui se raye facilement, on est potentiellement plutôt vers une pierre calcaire. Là où les pierres en grès sont beaucoup plus dures à rayer, beaucoup plus dures. Il y a un test simple. Bon, il faut choisir un endroit allez, très localisé du bâtiment, mais les pierres calcaires sont aussi très sensibles au vinaigre, par exemple. Donc, si on choisit un acide, qu'on verse quelques gouttes d'acide sur la pierre, on aura une réaction là où d'autres pierres ne vont pas du tout réagir. Donc, il faut vraiment savoir dans quel contexte on se situe et avoir une bonne idée de la pierre qu'on a dans notre mur. Alors moi, j'ai repris ici un exemple de Pierre et Marbre sur leur site web. Vous pouvez avoir une idée, par exemple, il y a une liste des carrières qui sont actives actuellement en Belgique et ça vous donnera quelques idées des régions et des pierres qu'on va trouver dans les différentes régions, avec par exemple la pierre bleue de Belgique qui est assez caractéristique. Quelques exemples pour être un petit peu plus visuels, hein, mais vous voyez ici des moellons en grès, ici en haut à droite. Oui, ces taches, ces couleurs ocre et ces variations, c'est quelque chose qui nous donnera un indice aussi qu'il s'agit d'un mur en grès, là où les pierres calcaires sont souvent plus uniformes en couleur. Évidemment, ce n'est qu'un indice, il faut aller un petit peu creuser par la suite. Mais donc, selon ces pierres, on va avoir des réactions complètement différentes par rapport à l'humidité et des risques aussi complètement différents. Alors, c'est quoi ces risques? Ben, avant tout, pourquoi est-ce qu'on parle d'un mur qui respire? Ce sont des matériaux qui sont poreux. Donc, les briques, les pierres sont en fait un ensemble de vides. Si on regarde avec un microscope une pierre, on a un réseau de vides qui s'organise autour de certaines particules. Et une manière de représenter ça, c'est un pourcentage de vide. Donc, on parle porosité totale. Et donc, vous voyez ici quelques pierres, Euville, Massangis et Savonnières, qui sont des pierres calcaires, et une brique. Et vous avez des taux de vide qui sont différents. Donc, une brique et la pierre savonnière, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus poreuses que la pierre d'Euville, par exemple. Mais là où ça devient intéressant, c'est que la pierre de ville, vous voyez, qui n'est pas très poreuse, qui a une porosité assez faible, elle est beaucoup plus sensible que les deux autres à l'érosion et aux pluies acides et au gel, par exemple. Donc, connaître la pierre qui compose notre mur, ça aide à comprendre ses sensibilités, de dire, voilà, si j'ai une pierre de ville, c'est plutôt des pierres qui sont dans le patrimoine, dans les églises, des choses comme ça, hein, mais c'est un exemple qui montre que connaître sa pierre aide
à connaître ses sensibilités. Alors, je l'ai dit, cette porosité totale, elle ne donne pas un bon indice sur le comportement de la pierre. En fait, où est-ce que ces pierres réagissent très différemment? C'est qu'en fait, leur porosité, donc la manière dont les pores s'organisent à l'intérieur, euh, peut être très variable. Donc, il y a des matériaux qui sont, par exemple, très poreux, mais il y a peu de connexions entre les pores, donc il y a des grands vides au sein du matériau, mais qui sont très peu connectés. Là, on a des matériaux qui sont un peu moins poreux, mais où les pores sont vraiment très fort connectés. Et donc, cette variation en termes de porosité, elle va avoir un impact sur le comportement. Bon, c'est très scientifique, très technique, mais pour le montrer de manière plus pratique, là, j'ai pris deux pierres, donc un grès et une pierre de savonnière, donc une pierre calcaire. Et vous voyez que si on prend un microscope et qu'on va regarder une coupe de cette pierre, c'est complètement différent en termes de porosité et d'organisation des pores. Et donc cette différence peut résulter dans des comportements aussi très variés. Vous voyez que typiquement dans le grès, on a beaucoup plus de connexions entre les pores, là où dans cette pierre de savonnière, on a globalement les grands pores sont moins connectés, ce qui n'empêche pas d'avoir des micropores qui sont aussi très actifs. Alors, je ne vais pas rentrer ici. Je pense que lors du deuxième webinaire, vous aurez plus de détails là-dessus, hein. Donc, il faut retenir qu'il y a des grandes diversités. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette porosité? Ben, si on fait un exercice simple, si vous prenez un bloc de pierre, donc bien taillé, comme on a vu, et que vous le mettez dans un fond d'eau, ben, le bloc va naturellement absorber l'eau comme un morceau de sucre. Et donc, vous avez ce phénomène de capillarité. Et ce phénomène de capillarité, il est essentiel. Ça veut dire que dès qu'on met une maçonnerie en contact avec de l'eau en sous-sol, donc si la nappe phréatique est assez haute, ou s'il y a des eaux de pluie, du ruissellement, ou que sais-je, vous voyez que l'eau peut monter naturellement dans le mur. Et alors, le fait que le mur pompe de l'eau par le bas euh, peut ou non être un souci selon la nature de ce qu'il y a dans l'eau. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce qui crée les dégâts. La plupart du temps, ce sont les sels qui sont contenus dans l'eau qui est absorbée. Donc, si on a de l'eau pure qui est absorbée dans le mur, on peut avoir éventuellement des moisissures qui vont apparaître par endroits, mais on n'aura pas de dégradation du mur. La dégradation du mur, elle vient souvent du fait qu'il y a des sels qui sont dissous dans, dans cette eau. À l'endroit où l'eau va sécher, donc si l'eau monte et qu'elle sèche en surface du mur, ben, à cet endroit-là, les sels eux, ne peuvent pas s'évaporer, donc ils vont cristalliser et ils peuvent créer des dégâts. Et donc il faut bien retenir aussi que l'importance des dégâts dépend d'un contexte. Et quand je parle de sel, ça peut paraître un petit peu abstrait, mais c'est typiquement, par exemple, dans des milieux ruraux, et on a énormément de sels qui sont des résidus des produits qui sont utilisés en agriculture, qui vont être dissous dans l'eau. Et donc cette eau, elle est par exemple riche en nitrates. Pour ceux qui connaissent, les nitrates, c'est quelque chose qui vont être souvent utilisés en agriculture. Et il s'avère que les nitrates, ils peuvent être très néfastes pour les maçonneries. Donc, c'est pas seulement l'eau, c'est le fait qu'il y ait d'autres composants dans l'eau qui vont créer ces dégâts. Et alors là, ce qu'on voit, c'est un bon exemple où on a cimenté. Donc, là, le choix a été fait de poser un ciment sur le mur. Mais à nouveau, comme le ciment, il est très peu respirant, il est très peu perméable à l'eau, en fait, tous les dégâts vont s'accumuler juste derrière le cimentage. Et en plus de ça, comme on limite la capacité de séchage du mur, donc on l'empêche de respirer, si on veut, ben, l'eau, elle va naturellement monter plus haut. Donc ça, c'est une autre chose à bien retenir, c'est que s'il y a de l'eau qui monte dans le mur et qu'on essaye de, de camoufler ça, d'enfermer le mur dans des surfaces euh, étanches, ben, l'eau, ce qu'elle va faire, c'est naturellement monter plus haut. Et donc, on a l'impression de bien faire, on camoufle un petit peu des dégâts et en fait, on ne fait qu'empirer ce qui se passe derrière. Donc, on vient rompre, c'est ce qui est noté ici, on vient rompre un équilibre qui était bien établi en le rendant en accentuant les dégâts. Donc là, vous allez me demander, ah, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense à nouveau qu'il y aura ça dans la prochaine présentation. Mais il y a des systèmes d'injection, par exemple, où on peut venir couper la capillarité du mur. Donc, on vient injecter un produit dans le mur qui empêche cette eau de monter. Et ensuite, seulement quand le mur est sec, on peut envisager de venir couvrir ce mur. Et donc, vous voyez qu'il y a un mélange de comportements normal et anormal. Comme je vous l'ai dit, l'eau de pluie, par exemple, les murs massifs en pierre, ils sont conçus pour absorber l'eau de pluie. Donc, c'est normal que la pluie vienne s'infiltrer dans le mur et elle sera après réévaporée par la suite. Pareil pour l'absorption de l'eau
par les murs enterrés ou par le bas du bâtiment. C'est normal jusqu'à une certaine mesure. Évidemment, c'est pas normal d'avoir des murs détrempés sur tout le pourtour du bâtiment. Mais les caves, par exemple, étaient traditionnellement des espaces qui pouvaient être humides et on n'habitait pas dans les caves et on acceptait que ces caves soient des espaces tampons entre le sous-sol et l'espace de vie. Là, vous voyez que les petites particules rouges, elles représentent ces sels, donc le fait qu'il y ait plein de composants qui sont présents dans l'eau, qui vont être absorbés dans la maçonnerie jusqu'à une certaine hauteur. Et à l'endroit où ces sels vont se déposer, parce que l'eau s'évapore, ben, on va avoir des dégâts qui peuvent se concentrer. Un autre exemple sont les sels de déneigement, hein, simplement donc le fait qu'on répande des tonnes de sel sur les routes, ben, ces sels, ils se retrouvent aussi dans les nappes phréatiques et ils peuvent se retrouver in fine dans les murs. Donc voilà, c'est cette grande thématique de l'humidité qui est omniprésente dans la rénovation. Et donc ici, si le bâtiment n'est pas bien entretenu, on peut avoir des combinaisons de dégâts. Donc en même temps, la toiture ici qui est dans très mauvais état, avec des problèmes dans les gouttières, et des remontées capillaires. Donc c'est assez caractéristique. Ça, vous pouvez retenir quand vous avez une bande de dégâts à environ 50 centimètres et 1 mètre de hauteur. Donc vraiment des dégâts localisés sur toute la longueur du bâtiment. C'est typique des sels. Donc là, on peut dire que ce bâtiment, il y a de l'eau qui remonte dans les murs. Donc il y a une problématique d'eau qui remonte, mais il y a aussi une problématique de sel. Ça veut dire qu'on est dans un milieu rural avec ces dégâts qui apparaissent. Donc là, si on vient me demander, ah, vous pouvez isoler ce mur, mettre de l'isolant, c'est évidemment une très mauvaise idée de le faire sans traiter d'abord les problèmes d'humidité. Donc là, on ne peut absolument pas venir poser un isolant synthétique, même on pourrait se dire en extérieur, hein, bon, on va mettre des beaux panneaux d'isolant en extérieur pour tout solutionner. C'est évidemment une mauvaise idée parce que l'eau à nouveau va monter plus haut et on peut avoir des problèmes au niveau des charpentes, par exemple. Donc ça, rapidement, c'est aussi spécifique à l'humidité, mais donc retenez que si votre bâtiment date d'avant la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas de rupture euh, imaginée entre l'eau qui vient du sol et le mur. Et donc ici, dans les bâtiments plus récents, vous voyez qu'on prévoit une membrane qui est censée empêcher l'eau de monter. Ici, c'est un exemple où elle est mal appliquée parce qu'il y a un passage d'eau qui est toujours possible au niveau du parement. Et en intérieur, on voit qu'ils n'ont pas terminé la membrane assez loin. Donc ça, ce sont des exemples de mauvaise exécution. C'est encore autre chose, mais donc évidemment, en principe, sur les bâtiments modernes, il n'y a pas d'eau qui est censée passer du sous-sol vers les murs. En pratique, l'exécution n'est pas toujours bien réalisée. Voilà, à nouveau, cette zone d'équilibre, on a environ 1 mètre des taches. Donc tout ce qui est dans si l'eau est sale, c'est la même chose, hein. Si on a de l'eau sale, bien évidemment, les murs vont venir se tacher avec toutes ces impuretés qui sont présentes dans l'eau. Voilà, ça c'est un résumé de tout ce qui est dit. Un autre exemple pratique, hein, donc ici c'est de la brique à nouveau, mais ce sera le même principe avec un mur en pierre. Si on vient couvrir un mur dans lequel il y a de l'eau qui s'absorbe, ben, on ne va faire que déplacer le problème. Et donc ici, vous voyez qu'il y a un cimentage à nouveau qui a été posé en extérieur. Ben, l'eau va monter plus haut. Et donc on se retrouve avec ces dégâts typiques, donc ces éclatements de briques et de mortier qui sont pour le coup beaucoup plus hauts parce que l'eau s'évapore moins bien. Donc on ne laisse pas le loisir à l'eau de s'évaporer et donc elle va monter plus. Et donc ces sels, qu'est-ce qui se passe en fait très concrètement, hein? Donc il y a des sels qui sont dissous, quoi. Ils sont présents dans l'eau. Et au fur et à mesure que l'eau va s'évaporer, ben, ces sels vont repasser sous la forme d'un cristal, donc d'un solide. Et ce cristal, évidemment, vous le voyez ici dans le avant-après, il peut exercer une pression mécanique sur le mortier ou sur la pierre et donc venir faire éclater le matériau. Donc ça, c'est vraiment un facteur très important de dégradation. C'est parfois très visuel. Dans ce cas-ci, on le voit vraiment, des bandes de sel, des efflorescences, comme on appelle, qui apparaissent en surface du mur. Euh, Ici, l'exemple, donc, si on a une dégradation pareille de la pierre, c'est en général dû à la présence de sel qui a cette action mécanique. Mais donc là, il faut bien se dire que si on n'avait pas rejointoyé au ciment, le problème serait localisé au niveau du mortier. Euh, une remarque importante ici, c'est vraiment le mortier qui agit comme comment dire, comme la pompe principale d'eau. Donc, c'est au niveau du mortier que le principal transport d'eau se réalise parce que c'est mortier à la chaux.
sont extrêmement capillaires. Et donc, en fait, l'eau, elle va circuler préférentiellement au niveau des mortiers. C'est pour ça aussi que quand on fait un traitement contre l'humidité, on injecte en général le traitement au niveau du mortier et pas au niveau de la pierre. Euh, Masse et inertie thermique, oui, pardon. Donc, deuxième caractéristique, désolé si c'est beaucoup d'informations, hein, mais donc, deuxième caractéristique évidemment importante dans les murs en pierre, c'est leur masse. Le fait qu'ils soient si lourds, elle va fournir une inertie thermique. Donc l'inertie thermique, c'est quoi? Ici, j'ai pris des tableaux un peu, pour te donner un peu technique, hein, mais c'est fortement lié à la densité du matériau, donc à son poids. Et donc, vous voyez qu'un marbre, il a une masse extrêmement énorme et il a une effusivité qui est aussi très très grande. Donc l'effusivité, c'est ce paramètre qui montre que quand on touche un matériau, il va nous paraître comme très très froid. Il a cette telle masse et cette telle capacité d'absorber de la chaleur qu'en fait tout de suite en le touchant, il va toujours nous apparaître comme froid. La diffusivité, elle, est un indice en fait de cette inertie thermique, donc de la manière dont le matériau va pouvoir garantir un certain confort en été, mais aussi être plus dur à chauffer en hiver. Donc ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même important que dans un bâtiment massif, donc dans un bâtiment traditionnel, en fait, il faut énormément de chaleur pour chauffer le bâtiment. Mais donc en été, c'est tout à fait bénéfique parce que la chaleur de la journée, même s'il y a un transfert donc de l'air extérieur qui peut rentrer dans la maison, mais cet air extérieur très chaud, il va être tout de suite absorbé par les murs qui vont agir comme une espèce d'accumulateur à chaleur. Et au cours de la nuit, là, ils vont lentement relâcher euh, cette chaleur. Un mur en polystyrène n'a aucune capacité de stocker de la chaleur. Ça va bien isoler contre le transfert. On ne va pas avoir de la chaleur qui passe de l'intérieur vers l'extérieur, mais par contre, il y a très peu de capacité de stocker de la chaleur. Donc, si je chauffe ma pièce qui est entièrement recouverte de polystyrène, l'air de la pièce va chauffer très très vite. Alors que si je chauffe ma pièce qui est entièrement recouverte de pierre naturelle, je vais devoir chauffer très longtemps pour monter la température de la pièce. Donc l'inertie, il faut voir que c'est pas toujours positif. C'est quelque chose qu'on voit un petit peu aussi parfois dans la littérature, qui est un petit peu abusif de dire ah l'inertie c'est super. Ça dépend vraiment du contexte et ça dépend aussi des pièces de la maison. Il y a des pièces de la maison qu'on veut pouvoir chauffer très vite et il y a des pièces où on est content d'avoir un certain confort et cette espèce d'inertie qui garantit une constante de la température. Alors pourquoi je dis tout ça? C'est que si on vient isoler un bâtiment, si on vient l'isoler par l'intérieur, eh ben, malheureusement, on va couper fortement cette inertie, donc on va perdre cet confort d'été qui peut être très positif. Voilà. Alors, connaître les murs, je vous l'ai dit, il y a plusieurs techniques. Il vaut mieux comprendre le contexte avant d'envisager une rénovation. Mais donc, le bâtiment, les murs du bâtiment, ils n'ont pas seulement comme rôle de nous isoler du froid, ils ont aussi ce rôle de nous isoler du chaud en été, mais il y a aussi les aspects du bruit qu'on oublie souvent. Donc, on peut être très fort embêté par le bruit extérieur, la question de l'humidité, la question incendie, etc., etc. Donc, il y a plusieurs fonctions qui sont recouvertes euh, par les murs. Et donc, si on veut bien comprendre un bâtiment, en fait, il y a beaucoup de choses à comprendre. Il y a la composition des murs, mais il y a aussi comment les pièces s'agencent, est-ce qu'il y a différents types de murs dans le bâtiment, etc. Et donc, si on veut rentrer dans une démarche idéale, c'est pas toujours possible évidemment, hein, mais donc il existe de nombreuses techniques pour, par exemple, voir ce qui est caché derrière un mur. Donc, on peut utiliser de l'endoscopie, par exemple, pour aller voir est-ce qu'il y a des vides, est-ce qu'il y a un vide entre deux parties de mur en moellon, ce qui est possible, dans quel état est cette partie qui est censée être remplie au milieu du double mur, etc., etc. Donc, il y a des technologies qui permettent de mieux comprendre le mur. On l'a vu, le patrimoine, c'est très spécifique et donc il faut idéalement trouver des spécialistes ou avoir des indications de quels matériaux sont présents. Si on a déjà certaines sensibilités qui sont connues, ben, là, on pourra un petit peu mieux préparer les rénovations. Alors ici, c'est un exemple très concret de technique qu'on peut employer pour parfois mieux comprendre les configurations des murs. C'est tout ce qui est technique qu'on appelle de relevé 3D, notamment à partir de photos. Donc ça devient de plus en plus accessible. Donc il faut plus avoir des équipements ultra coûteux. Il y a plein d'applications qui sont
disponibles en ligne. Le principe, c'est de prendre euh, plusieurs photos d'un mur. Donc ici, on est passé de l'intérieur du bâtiment à l'extérieur. Pour un peu comprendre, le but, c'était de comprendre l'agencement des pierres, enfin c'est des briques dans ce cas-ci, mais ce serait la même chose, les unes par rapport aux autres. Et donc là, c'est très très compliqué quand on est à l'intérieur du bâtiment de comprendre à quoi on est relié au niveau de la rue. Et ce sont des techniques très simples, très peu coûteuses, qui permettent de mieux comprendre son bâtiment. Euh, on peut le faire au niveau du bâtiment en entier, c'est beaucoup plus intense comme démarche, mais ça marche aussi. Et donc là, vous voyez que si on passe du temps à prendre des photos dans tout le bâtiment, on peut vraiment bien comprendre l'agencement des parois les unes par rapport aux autres, et parfois comprendre s'il y a une infiltration d'eau ou s'il y a des problèmes, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'à cet endroit-là, il y a un problème qui est observé. Vous voyez qu'on peut vraiment aller naviguer en 3D, faire des coupes, comprendre les épaisseurs de murs. On le verra par la suite. L'épaisseur d'un mur, c'est extrêmement important, par exemple, pour savoir si une isolation est risquée. Voilà. Vous voyez qu'ici, on peut couper, on peut vraiment, une fois qu'on a ce modèle 3D du bâtiment, on peut réaliser des coupes. Et ces coupes, elles nous donnent beaucoup d'indices sur, comme je vous le dis, les épaisseurs de murs. Même si on a des parties manquantes de bâtiment, l'avantage, c'est qu'on est de nouveau sur des techniques qui sont relativement peu coûteuses. Alors, je l'ai dit aussi, bien comprendre les dégâts actuels, c'est essentiel. On ne peut pas rénover si on n'a pas résolu les problèmes d'humidité, si on n'a pas résolu les problèmes de sel qui sont présents dans le bâtiment. Donc là, on va chercher des indices, des symptômes de problèmes pour aller essayer de trouver une explication en fait aux pathologies qu'on observe. Alors là, je vous montre sur l'image un petit appareil que moi je trouve extrêmement pratique, qui s'appelle un protimètre ou un humidimètre. Mais donc c'est un appareil qui mesure l'humidité dans le mur. Alors pas de manière absolue, hein, ça donne une indication, mais l'avantage de ce petit appareil, c'est qu'on le plaque contre le mur et tout de suite il va nous dire est-ce que le mur est sec ou est-ce que le mur est humide. Alors quand il nous dit que le mur est humide, il faut un petit peu enquêter plus loin. Mais l'avantage, c'est que si l'appareil nous dit que le mur est sec, ben, on est sûr que le mur est sec à cet endroit-là. Donc on a un appareil qui n'est pas extrêmement coûteux, qui nous permet d'un petit peu naviguer dans la maçonnerie et identifier déjà des zones. Ah, ici c'est très humide, ici c'est pas humide, et essayer de comprendre pourquoi un endroit il peut avoir des problèmes et pas spécialement un autre. Voilà, donc je passe un peu de temps à parler de diagnostic, mais évidemment, il y a l'aspect chaleur derrière, hein. On sait que, il y a ces impératifs de rénovation qui arrivent. Mais donc, c'est quoi l'isolation des bâtiments? Ben, c'est réduire la transmission de chaleur au travers des parois. Donc, on ne parle pas de ventilation ou quoi que ce soit. C'est vraiment la chaleur qui, naturellement, va toujours aller d'un endroit chaud à un endroit froid. Donc, si j'ai une pièce chaude et une pièce froide et que je mets un mur entre les deux, la chaleur de la pièce chaude va naturellement passer, donc les calories vont passer de la pièce chaude à la pièce froide. Et donc on peut mesurer ce qu'on appelle la valeur U. Donc la valeur U d'une paroi, c'est sa capacité à laisser passer la chaleur ou pas. Donc si on a une valeur U qui est assez grande, ben, la paroi laissera passer chaleur pour une même différence de température. Si on a une valeur U très basse, on a une paroi qui isole très bien de la chaleur. Le problème, c'est que c'est une valeur très théorique et donc on peut l'estimer, mais en pratique, pas toujours représentatif de la réalité. Donc ça, dès qu'on parle de valeur U, on ne parle que de cette capacité de la paroi à laisser passer de la chaleur par transmission, mais à côté de ça, on sait qu'il y a des problèmes d'étanchéité à l'air. Pardon. Et donc, un bâtiment peut être extrêmement comment on dit, comme une passoire en termes d'air. Donc, on peut avoir des trous au niveau de la porte, on peut avoir des défauts au niveau de la cheminée, on peut avoir plein d'endroits où l'air chaud de l'intérieur peut s'échapper vers l'extérieur. Et donc, jusqu'à une certaine mesure, ça peut être bénéfique parce qu'on renouvelle l'air. Mais le problème, c'est que si on a des infiltrations, c'est en général peu maîtrisé et ça veut dire qu'on peut avoir des pertes thermiques qui sont énormes sur la durée. Et donc là, il y a des techniques aussi pour évaluer l'étanchéité à l'air d'un bâtiment. Ça reste relativement lourd à mettre en place, mais il est possible de vraiment estimer cette étanchéité. Là où je le vois de manière beaucoup plus intéressante, c'est en vérification des travaux. Donc, si on a fait des travaux de rénovation, c'est essentiel de vérifier que l'étanchéité à l'air du bâtiment a bien été réalisée. Sinon, on a amélioré l'isolation du mur tout en laissant l'air chaud s'échapper par plein d'endroits. Donc, c'est évidemment pas du tout efficace.
Alors, je vous présente encore des autres techniques hein, qui deviennent de plus en plus abordables. Ici, c'est tout ce qui est thermographie. Donc ça, moi, j'aime de plus en plus utiliser ces techniques parce qu'elles sont aussi de plus en plus abordables. Donc on peut trouver des caméras thermiques à quelques centaines d'euros. Alors, il faut toujours quelqu'un qui peut interpréter les images, hein. Mais dans certains cas, euh, ça peut être extrêmement utile. Donc ici, comment ça marche la caméra thermique? Ben, elle va capturer le rayonnement infrarouge du bâtiment. Et donc, au plus un élément est chaud, au plus il va émettre du rayonnement infrarouge. Et donc, en se positionnant à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment, on peut repérer de nouveau des défauts qui sont un peu, comment on dit, des points d'attention. On se dit, est-ce que c'est normal que j'ai de la chaleur qui s'échappe par là? Et ensuite, un petit peu pousser plus loin le diagnostic. Donc, il faut faire vraiment attention à l'interprétation de ces résultats parce qu'on peut vite mal interpréter. Mais dans beaucoup de cas, ça nous apporte vraiment une information précieuse. Donc, ici, un exemple de ces caméras thermiques qui sont posées sur des drones. Donc, vous voyez, on a une façade ancienne ici à Bruxelles et on peut voir en rouge les endroits où le bâtiment a des déperditions très significatives. Donc, vous voyez, évidemment, au niveau des châssis, comme on est encore sur des châssis anciens, euh, mais aussi au niveau ici des appuis, si je peux dire, de balcon, où on a des déperditions qui sont plus significatives. Donc, ça nous donne aussi des indices sur des endroits qu'il faut euh, dans ce cas-ci, traiter avec attention parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle des ponts thermiques. Donc, on peut avoir un endroit privilégié de passage de la chaleur. Et si on isole cette façade, ici, c'est évidemment du patrimoine, on ne le fera jamais par l'extérieur. Si on le fait par l'intérieur, il faut prêter attention à tous ces détails. On se Un donne autre encore deux exemple minutes. ici. Oui, 2 minutes? 2 minutes, si c'est possible. Je vais essayer. Bon, ce sera, ce sera très court. Bon, c'est tellement de choses intéressantes. Non, mais donc ici, après rénovation de nouveau un bâtiment, on a une toiture qui est censée avoir été isolée et on va voir tout de suite des taches de chaleur au niveau de la toiture qui vont nous donner des indices forts sur une potentielle mauvaise exécution ou en tout cas des soucis qui n'ont pas été résolus. Donc, désolé, j'étais un peu optimiste sur les slides. Je vais aller sur quelques slides qui sont vraiment importants par rapport à l'isolation des murs, évidemment, comme c'est quelque chose qu'on doit aborder. Euh, une première chose, c'est la priorité. Quand est-ce qu'on doit isoler des murs? Bien évidemment, c'est quelque chose qui vient assez tard dans un projet de rénovation. Donc la priorité, c'est toujours la toiture. On a 30% des déperditions qui sont au niveau de la toiture. Et donc, si on n'a pas fait la toiture, ça n'a aucun sens d'aller changer, de faire l'isolation des murs. Il y a toujours un ordre à respecter. Et la façade avant vient vraiment en tout dernier. Donc on commence toujours par la façade arrière et en tout dernier, on va faire la façade avant. Et donc il faut être logique là-dedans. Et souvent, comme je le montre sur l'image, il y a des petites interventions qui peuvent faire gagner énormément sur une année, comme voilà, étanchéifier des portes, faire attention à des déperditions qui sont parfois stupides, et il suffit de mettre un petit joint en dessous et on gagnerait énormément. Si on veut isoler, je terminerai un petit peu sur quelques infos là-dessus. Il y a deux grands choix. Donc, isolation du côté extérieur du mur. Ça a l'avantage d'être facile en termes de détail. Donc, c'est facile d'emballer un bâtiment avec de l'isolant. Le gros désavantage, c'est évidemment qu'on perd tout le caractère patrimonial de la façade. Et donc, si on est sur des murs d'intérêt, ce n'est pas une technique qu'on va privilégier. Mais c'est facile, ça marche très très bien. Il faut quand même des professionnels. Ça fait perdre toute la qualité du mur. À l'intérieur, c'est un peu l'inverse. Évidemment, comme on travaille de l'intérieur, on peut garder l'aspect esthétique du bâtiment, mais par contre, on a beaucoup de risques qui sont associés à l'isolation par l'intérieur. Et ces risques, ils sont principalement dus, ça il faut retenir, s'il y a une chose, c'est que le fait d'isoler par l'intérieur fait baisser la température du mur. Pourquoi? Parce que on a de l'air chaud à l'intérieur, de l'air froid à l'extérieur, et au travers d'un isolant, il faut retenir que la chute de température est la plus grande au niveau de l'isolant. Donc, ce qui se passe, je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être prendre le petit pointeur ici. Euh, J'espère que vous voyez mon petit pointeur. Mais donc la chaleur, elle est assez haute à l'intérieur et elle va baisser fortement au niveau de l'isolant. Et puis tout le mur, en fait, qui était avant à une température moyenne, tout le mur va devenir beaucoup plus froid qu'auparavant. Et c'est la cause principale de tous les problèmes qui peuvent arriver, c'est-à-dire d'une part que si on n'étanchéifie pas bien le mur, on peut avoir de l'eau qui va condenser derrière l'isolant. Je vous montrerai juste après une image. Et l'autre problème, c'est que si on a des pierres ou du mortier qui est sensible au gel, on peut avoir d'un coup le mortier qui commence à s'effriter
ou les pierres qui commencent à se dégrader. Donc ça, c'est des choses qu'on ne peut évidemment pas avoir. On a aussi un changement du séchage du mur. Donc à nouveau, si on met un isolant complètement synthétique, donc du polyuréthane ou des matériaux de ce type-là, la capacité du mur à sécher va être fortement réduite. Et donc on a en même temps un mur qui sera plus mouillé et en même temps un mur qui sera plus froid. Et donc évidemment, si c'est plus mouillé et plus froid, ça peut poser des soucis. C'est principalement vrai pour les façades qui sont exposées aux pluies, évidemment. Donc, si une façade enfin, si un mur est sec à la base avant rénovation, les risques sont évidemment beaucoup moins grands. C'est surtout pour les murs qui sont humides et mal exposés que ça peut poser un souci. Je terminerai, promis, je ne vais pas trop déborder. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails techniques, mais donc, je vais reprendre un tableau qui résume assez bien. Donc, ici, vous voyez les dégâts typique qu'on a au niveau d'un système d'isolation par l'intérieur qui est mal conçu. On se retrouve avec des moisissures en fait derrière. Et donc en général, on va le sentir parce que l'occupant va dire oui, il y a une odeur de pourri dans cette maison, on ne comprend pas. Et donc ça, c'est un système où on doit prévenir, on doit empêcher la vapeur d'eau, donc toute la vapeur d'eau qui est produite par les occupants, d'arriver derrière l'isolant. Donc c'est pour ça qu'on parle de par vapeur. Euh, c'est pareil pour les appuis de plancher, hein. Donc, comme le mur devient plus froid, on a un risque fort, s'il y a de l'humidité qui peut arriver au niveau des appuis des solives de plancher, ben, on peut avoir des têtes de solives qui vont complètement pourrir. Et donc là, on doit absolument, en cas de plancher en bois, faire attention, enfin en tout cas en cas de solive en bois, faire attention à s'assurer que tous les détails sont bien respectés. Sinon, on a des planchers qui peuvent complètement, enfin des appuis de plancher qui peuvent complètement pourrir avec une image ici qui montre bien l'impact dramatique que ça peut occasionner. Voilà, je passe tout ça rapidement, hein, mais donc un tableau qui résume bien toute la problématique de l'isolation des murs anciens, c'est ici quelle est la charge de pluie battante, donc à quel point le mur est exposé à la pluie, c'est un facteur important. Quel est le type de maçonnerie? Est-ce qu'on a des maçonneries qui sont épaisses ou des maçonneries qui sont fines? En général, sur des pierres naturelles, on a plutôt des murs qui sont épais. Pour les briques, ce sera un peu différent. Et alors, si on a par exemple une charge de pluie élevée et une maçonnerie très fine, c'est complètement déconseillé d'isoler par l'intérieur parce qu'on a trop de risques de modifier cette capacité de séchage du mur et de créer des problèmes d'humidité. Si on a une maçonnerie moyenne avec beaucoup de pluie, ce qui va être conseillé, c'est en général de limiter la résistance thermique du mur. Donc, ça veut dire de mettre un peu moins d'isolant de ce qu'on avait prévu. Comme ça limitera les risques de condensation qui peuvent être néfastes à l'isolation. On va un petit peu revoir à la baisse ces objectifs, mais pour s'assurer que le mur ne va pas subir trop de... Très bien, Voilà, beaucoup merci. d'informations. Je termine, désolé pour tout ça, j'avais un Pas petit de peu mal souci. estimé. Mais je reste disponible évidemment après la séance questions-réponses par mail. Donc nous, on est toujours ouvert à répondre aux Aussi, questions. et si je ne m'avance pas trop, le diaporama sera disponible et de toute façon, il y a un Mhm, replay aussi qui est en préparation. Donc, on retrouvera sur le site vivonslepatrimoine.be toutes les informations utiles pour pouvoir voilà, s'y mhm, replonger plus sereinement. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation globale sur mhm, les murs et les murs en briques, mais en même temps aussi sur les mhm, spécificités et très précis, je pense, dans les problématiques qu'on peut rencontrer à ce sujet. Alors, on n'avait pas beaucoup de questions au départ, mais au final, mhm. Ça se remplit. voilà, ça émerge tout doucement. Et donc, je vais donner la parole à Nadine Zanoni, ma collègue, pour une synthèse des questions, peut-être, et un premier échange avec Monsieur Dubois. Bien, bonjour Samuel. Alors, dans les premières questions, un lien entre... Et mon micro. Voilà, donc première question, un lien entre les remontées capillaires et le revêtement extérieur du bâtiment. Mhm. Ce revêtement doit-il être le plus possible perméable ou imperméable? Donc en général, si on vient isoler le mur, on doit traiter les remontées capillaires. Donc on doit
faire les interventions nécessaires pour éviter que ce mur soit humide. Parce qu'en extérieur, la plupart des solutions, c'est quand même basé sur des matériaux qui sont peu respirants. Là où en intérieur, on a beaucoup plus de solutions qui sont respirantes, comme le chaud-chanvre ou les laines de bois, des choses comme ça. En extérieur, c'est beaucoup moins commun. Et à ma connaissance, la plupart du temps, ils vont choisir des panneaux rigides parce que c'est plus facile à mettre en œuvre du côté extérieur. Ouais, ouais. Et ici, la question se portait aussi sur le revêtement de sol extérieur. Donc, Ah, si le tu as revêtement. une terrasse ou Ouais. Euh, Effectivement, si on a une terrasse, si cette terrasse est peu perméable, on peut accentuer les problèmes de remontée capillaire parce qu'il y a moins d'eau qui peut sécher au niveau du sol. Donc c'est toujours des équilibres, hein. Donc dès qu'on vient modifier, nous dans le travail de diagnostic, souvent on fait un peu comme un enquêteur. Est-ce qu'il y avait des problèmes avant la terrasse? Est-ce que la terrasse a accentué? Donc on peut en général retracer l'historique. c'est un peu ces systèmes où on voit une rangée de perméables avec des cailloux le long des façades Oui, c'est qui ça. ont été Faire isolés. un drain, une espèce de drain qui va venir un peu évacuer l'humidité, quoi. Alors, conseillez-vous de décaper un ancien cimentage extérieur sur un mur en moellon avant la pose d'une isolation par l'extérieur? Euh, c'est très, très précis comme question, hein, donc ça va dépendre de pas mal de facteurs. Mais ça dépend à nouveau d'à quel point le mur est sain. Si le mur ne présente aucun problème d'humidité, le cimentage en tant que tel, ce n'est pas un souci. En fait, les cimentages posent un souci quand on veut les utiliser pour camoufler en fait des dégâts. Donc là, il faudra un petit peu évaluer avec ce genre de petit appareil. Par exemple, on peut aller évaluer la teneur en eau du mur. Si le cimentage est en bon état et que le mur n'est pas humide, je ne vois pas de souci a priori. Alors, toujours question remontée capillaire. Est-ce que la solution de poser un drain n'est-il pas la meilleure pour lutter contre les remontées Oui, capillaires? tout à fait. Donc, s'il y a la capacité d'intervenir par l'extérieur, effectivement, et de faire un drain, c'est toujours une solution qui est extrêmement efficace, hein. Donc là, on travaille sur la source d'eau, donc on évite que que le bas de mur soit trop détrempé. Donc ça, c'est effectivement le plus efficace. Le problème pratique, c'est de pouvoir, c'est très coûteux, de pouvoir le réaliser, là où des injections peuvent apporter une solution qui est plus abordable. Les injections dans les murs en moellon, c'est parfois un Ouais. peu compliqué, non? Oui, tout à fait. Donc en moellon, ça dépend du type de structure. Donc si c'est des moellons extrêmement irréguliers, ça peut effectivement être compliqué. Et il y a parfois des systèmes en deux temps. Donc on va d'abord injecter un produit pour boucher en fait les grands vides. Donc c'est pas un produit qui est censé rendre le mur hydrophobe, mais qui va juste boucher tous les trous qu'il y a potentiellement dans le moellon. Et puis on peut injecter dans un deuxième temps le produit, le traitement en tant que tel, qui lui va rendre les pores hydrophobes. Le souci aussi, c'est les sensibilités aux produits, hein. Je sais qu'il y a certains produits d'injection qui peuvent faire des taches sur certaines pierres. Euh, je sais pas vraiment les types de pierres en particulier, mais je sais que les pierres calcaires sont beaucoup plus sensibles notamment aux acides et choses comme ça. Donc, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas des taches. Nous, la seule fois où je l'ai vu, c'est avec des pierres bleues. Ces produits d'injection sur des pierres bleues, c'est évidemment une catastrophe. Oui, effectivement, les moellons, c'est pas toujours le plus évident. Plus aisé. Alors une question, un peu à côté du sujet, Mhm, enfin, à côté. On est plus général, c'est, une question sur le retrait gonflement des argiles. Donc mhm. ici, une maison qui présente des fissures traversantes, comment réparer et isoler sans causer une instabilité accrue? Ah, ça, c'est un peu aller au-delà de mes compétences, que c'est vraiment des questions de stabilité du bâtiment. Et ça, j'avoue que j'aurais trop peur de dire des bêtises, quoi. Mais c'est un grand mal à venir, Ouais, toutes ouais, ces ouais, ouais. questions-là. Dans quelle mesure un parement, par exemple en plâtre, joue sur l'inertie du mur? En quoi est-ce différent d'un isolant? Donc, en fait, l'inertie, donc les premiers centimètres peuvent jouer, hein. Donc, si on a notamment des enduits en argile assez épais en intérieur, ça peut jouer sur une forme d'inertie. Donc, ça, effectivement. Mais les plaques de plâtre, par exemple, c'est beaucoup moins notable et il faut aussi une certaine épaisseur. Mais donc, l'inertie, au plus on travaille sur des périodes de temps importantes, au plus l'inertie va vraiment jouer. Donc, les premiers centimètres, en fait, vont jouer dans les premières heures. Puis, la chaleur va aller un petit peu plus loin. Donc, au plus on a de la masse On arrête là, sur la hein. profondeur, au plus cet effet d'inertie, il va même être au niveau saisonnier, quoi. Ça peut être vraiment. Ouais, ouais. Donc, tu conseilles quand on fait une isolation par l'intérieur, de remettre de la masse côté interne du bâtiment, quoi? Oui, à nouveau, en pratique,
pour être honnête, je ne sais pas à quel point ça va jouer, hein. Je ne sais pas s'il y a eu des études là-dessus, mais c'est sûr, je pense qu'on a perdu une grande partie de l'inertie. Après, c'est nouveau, quels sont les murs qui sont encore apparents? Si c'est que la façade, prenons une maison de rangée, par exemple, on isole que la façade arrière, mais il reste une masse présente dans le reste du bâtiment, hein. Donc, c'est nouveau un petit peu au cas par cas, mais je pense que isoler par l'intérieur peut faire perdre beaucoup d'inertie. À nouveau, ça dépend des matériaux. Je reparle du chauchan, parce que le chauchan est typiquement un matériau qui a une masse moyenne, donc c'est pas non plus un isolant qui pèse 20 kg par mètre cube comme certains autres isolants. Mais donc, on perd un petit peu de ces super isolants, super performants, mais par contre, on a cette inertie qui est beaucoup moins amoindrie, si je peux dire. Donc là aussi, moi, en patrimoine, j'ai l'impression que c'est toujours une question d'équilibre, et au plus on prend des matériaux extrêmes, hyper perméables, hyper performants, plus on transforme le bâtiment, en fait. Dans l'ancien, ça devient vite compliqué. Ouais. Le tu pars aussi du principe que le biosourcé a un intérêt aussi dans ces transferts, Euh, thermiques dans le bâti ancien, enfin, hydriques? oui, c'est aussi toujours dur, parce que je pense qu'il y a il y a aussi parfois des mauvaises informations, hein, et j'entendais parfois moi j'entends souvent ça l'inertie thermique par exemple de la laine de bois en toiture, mais je ne sais pas si on a envie d'avoir toujours l'inertie thermique en toiture. Donc il y a parfois, à nouveau, ça dépend comment la maison est organisée, mais si je dors en toiture, je ne sais pas si j'ai envie la nuit d'avoir d'un coup la chaleur enfin, il y a des questions qui sont plus subtiles que juste dire l'inertie c'est bien ou l'inertie c'est mal. Après, je crois que le biosourcé, il a cette capacité naturel d'absorber une partie de l'humidité de la pièce qui est pas négligeable. Et donc, il y a un échange, euh, même avec l'argile, hein, ça ne va pas spécialement être biosourcé, mais qui est important par rapport à du polyuréthane qui n'a aucune capacité d'échange. Et donc, si, la chaleur, c'est comme l'humidité. Si je monte l'humidité dans la pièce, donc si je mets une bouilloire qui génère de la vapeur d'eau, toute l'humidité de la pièce va monter très très vite. Là où si j'ai des matériaux respirants, cette humidité va d'abord être absorbée dans les murs. Et c'est toujours le même principe. Et donc, on a un temps, un amortissement qui est, euh, qui est très significatif, quoi. Ouais. OK, je vois une dernière on va prendre une dernière question parce que le temps s'approche. Quel est le meilleur enfin, tu ne sauras peut-être pas y répondre. Mhm, Quel est le meilleur isolant pour un mur en moellon en grès? mhm. Exit le polyuréthane? Point d'interrogation. Et donc, moi, je suis pas enfin, c'est un peu mon caractère scientifique. Je suis pas un expert des produits qui existent sur le marché, des isolants, mais en tout cas, je sais qu'il y a toute une gamme, et c'est ça la grande distinction, d'isolants qui sont dits capillairement actifs, ou en tout cas qui ont cette capacité d'échange. Et donc, il y a même des produits, enfin, il y a du biosourcé comme le Chauchan, ou des produits plus industrialisés. Et l'idée, là, c'est de venir vraiment coller ces matériaux sur les moellons, et qui ait cette capacité justement de toujours réguler l'humidité. Et donc là, il faut aller un petit peu creuser sur ces matériaux allez, capillairement actifs, si je peux dire, qui auront cette capacité. Le polyuréthane, à nouveau, c'est très performant, mais je pense qu'il faut l'utiliser avec parcimonie à des endroits où on n'a pas d'autre choix que d'utiliser ce matériau-là. Et peut-être dernière remarque, le prix évidemment joue, hein. Je sais qu'on a souvent tendance à parler de tout ça sans prendre en considération le prix, et malheureusement, ça peut être un facteur qui joue beaucoup aussi, quoi. Et peut-être la question du polyuréthane, c'est le fait qu'avoir une étanchéité à l'air parfaite, c'est souvent compliqué en Ouais, intérieur. ouais, OK. ouais, tout à fait. Tout à fait. Et, Bon, et on le voit, hein, c'est le gros risque, c'est quand on isole par l'intérieur. S'il y a un défaut au niveau du pare-vapeur ou de l'exécution, ça peut être vite des dégâts, et des problèmes de condensation qui sont importants. Donc moi, j'ai l'impression, mais c'est peut-être mon ressenti, à nouveau, que viser un peu moins haut, euh, c'est peut-être beaucoup plus safe, donc en termes de performance, de dire, OK, j'accepte d'avoir une isolation qui est un peu moins performante, mais qui me fait gagner quand même pas mal de sous sur l'année, mais je ne prends pas de risque. Surtout que je répète que l'isolation des murs, c'est quelque chose qui vient assez tard dans la rénovation, sauf si on fait une rénovation générale et globale, mais il faut s'assurer qu'on ait déjà fait toutes les étapes auparavant. Et alors là, pour ça, pour terminer, tout ce qui est PEB, évidemment, ça c'est indépendant parfois de la logique. Si on dit maintenant tous les bâtiments doivent être PEBA, oui, là malheureusement, on devra passer par là, quoi. Parfait.
Merci beaucoup. Je m'oblige à vous interrompre parce que effectivement le temps passe. Je pense qu'on Mhm. a essayé de répondre à la majorité des questions. Il en reste probablement sans réponse. Je vois qu'on a partagé votre adresse email, donc sans vouloir vous inonder de mails, voilà. Oui, Il est quand même toujours possible de vous envoyer l'une ou l'autre question Mhm, mhm. par ce biais-là aussi. Je reprends la main simplement pour vous donner un petit peu les suites et savoir comment vous pouvez retrouver. Voilà. Alors, sur le site vivonslepatrimoine.be, nous avons finalement commencé à compiler tous les webinaires qu'on a organisés jusque maintenant, les deux premiers webinaires de 2023 sur les matériaux biosourcés, sur la chaux. Vous pouvez revoir le webinaire et voir une fiche d'information qui a été réalisée sur ces thématiques-là. En 2024, sur les sgraffites et l'isolation des bâtiments, les secrets de l'isolation des murs anciens. Et donc là, vous avez de nouveau toutes les informations disponibles. En 2024, il y a eu deux visites inspirantes à Thoin et à l'Aube. Malheureusement, en 2025, il n'y a pas de visite inspirante prévue. Et dernière information, le prochain webinaire aura lieu rapidement puisque c'est le 18 novembre sur la thématique de l'humidité dans le bâtiment ancien. On en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui et on aura l'occasion d'en reparler à nouveau avec Julie Desarnaud de l'IRPA, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, je pense, ne pas me tromper. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire pour participer à ce webinaire à nouveau des mardis de la rénovation. Et donc vous avez ici le lien, et peut-être que Nadine peut mettre aussi dans la discussion le lien vers la page relative au webinaire pour pouvoir voilà, revisionner encore ces différents webinaires qui ont lieu jusque maintenant. Encore merci Monsieur Dubois pour cette magistrale présentation. Merci à tous pour vos Merci. échanges. Merci Nadine pour l'animation du débat. Et à bientôt donc pour un prochain webinaire.